Parfait, nous allons commencer. Bonjour à tous et bienvenue dans la série de webinaires de l'Institut géopolitique de l'ESCP. Le webinaire d'aujourd'hui est centré sur les Amériques, celle de Trump et de ses relations avec l'Amérique latine. La deuxième administration de Trump, en effet, ravive un interventionnisme frontal en Amérique latine. Gestion sécuritaire des migrations, lutte contre le narcotrafic, pression économique, soutien à certains alliés comme les présidents Milei ou Bukele. Les exemples sont multiples. Ces pratiques invitent à se questionner sur la nature du retour américain dans son voisinage. Face à ce retour offensif, comment réagissent les États latino-américains? Entre alignement, résistance et contournement, la région se recompose, tandis que la crise vénézuélienne cristallise enjeux énergétiques, sécuritaires et idéologiques. Pour analyser ces dynamiques complexes qui mêlent stratégie américaine, relations interaméricaines, leviers économiques et enjeux sécuritaires, nous avons le plaisir de recevoir trois experts. Merci à vous trois d'être parmi nous. Tout d'abord, Maude Kessar. Maude est spécialiste de politique étrangère américaine, maître de conférences des universités, avec des enseignements notamment à Sciences Po, et directrice de recherche à l'IRSEM. Ses recherches portent sur les enjeux stratégiques américains, les compétitions de puissance et les stratégies d'influence, entre autres. Merci beaucoup, Maude, d'être parmi nous. Et à vous. Nous recevons aussi Monsieur Carlos Kenan. Carlos est économiste, professeur à l'Institut des hautes études d'Amérique latine de l'Université Sorbonne Nouvelle et vice-président de l'Institut des Amériques. Carlos est auteur de nombreux articles scientifiques et d'ouvrages sur les relations économiques internationales, la macroéconomie, les politiques d'intégration et le développement de l'Amérique latine. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Enfin, nous recevons Thomas Posado. Thomas est maître de conférences en civilisation latino-américaine à l'Université de Rouen et chercheur à l'ERIAC. Il est spécialiste de sciences politiques en Amérique latine, très présent dans les médias sur les sujets concernant l'Amérique latine et plus particulièrement le Venezuela. Il est auteur d'ouvrages sur ce sujet. Comme d'habitude dans notre série de webinaires, nous allons commencer par l'intervention de nos intervenants, des présentations d'une quinzaine de minutes. Madame Kessar va ouvrir ce webinaire en nous donnant des éclairages sur la politique étrangère nord-américaine, ses continuités et inflexions sous Trump 2, ainsi que les instruments d'influence et les logiques de sécurité. Nous poursuivrons avec Monsieur Kenan, qui nous donnera son expertise sur la dimension géoéconomique, avec un focus sur l'usage de l'économie comme outil de pression politique, et nous aborderons aussi les recompositions économiques régionales et le rôle des BRICS. Enfin, nous discuterons avec Monsieur Posado des enjeux idéologiques, énergétiques et sécuritaires autour du Venezuela et aborderons des questions liées au positionnement des différents gouvernements latino-américains entre lignes de fracture régionale et alignement. Bien entendu, et comme à l'accoutumée, il y aura ensuite un temps pour les questions et le débat. Cette semaine, ils seront modérés par ma collègue, Madame Florence Pinault, aussi directrice du CERAL, Centre d'études et de recherche Amérique latine Europe. Merci beaucoup Florence d'être avec nous cette semaine. Chers participants, n'hésitez pas à écrire vos questions dans l'onglet Q&A, questions et réponses ci-dessous. Même pendant les présentations et les premières discussions, elles seront prises en compte par la suite. Il n'y a pas doute que ce webinaire nous permettra de mieux comprendre les enjeux géopolitiques et géoéconomiques actuels dans une Amérique latine chahutée par un fort interventionniste de l'administration Trump. Je vous laisse donc maintenant avec Maude qui va débuter ce webinaire dont je rappelle le titre, Trump et l'Amérique latine, la doctrine Monroe revisitée. Maude, c'est à vous. Chère Vanessa, merci beaucoup de me céder la parole. Merci aussi à Aurélie Lelièvre pour avoir très bien organisé ce webinaire et merci à Florence Pinault de le modérer. Je suis ravie de partager ce panel avec mes collègues Carlos Kenan et Thomas Posado. Alors, j'ai la charge de pouvoir ouvrir en fait cette introduction un petit peu de cadrage en chaussant des lunettes qui sont celles de l'Amérique du Nord, puisque mes collègues sont plutôt spécialistes de l'Amérique latine, ce qui me réjouit particulièrement, puisque c'est l'occasion que les Amériques, à travers l'Institut des Amériques avec lequel nous travaillons beaucoup, soient réunies. Et puis c'est aussi un moment très intéressant. Ce webinaire tombe particulièrement à point puisque nous, et surtout pour un cadrage sur la posture américaine dans les Amériques, après l'édition du document stratégique qui a été publié jeudi dernier, qui est un document stratégique qui s'appelle la NSS, la National Security Strategy, qui est publié régulièrement par les administrations. Mais cette année, cette stratégie était attendue plus particulièrement, d'abord parce qu'il s'agit de Trump 2, mais aussi et surtout
sans doute parce que ce document a tardé à paraître et il est extrêmement parlant en ce qui concerne forcément l'objet qui nous occupe, à savoir donc les relations interaméricaines, mais aussi ce que ça dit des relations avec le reste du monde. Et il est aussi également très parlant dans sa forme du style trumpien et de la volonté ici, dans un style très trumpien, et j'insiste, de vouloir formaliser ce qu'on croyait ne pas pouvoir être décrit comme une doctrine. Eh bien, en tant que spécialiste de politique étrangère d'Amérique du Nord et particulièrement des États-Unis, j'irai plutôt dans ce sens pour parler avec vous en fait de ce retour américain en Amérique latine qui était attendu et qui est assez cohérent vers une doctrine Monroe que je dirais plutôt réarmée ou musclée par rapport à une doctrine Monroe qui est revisitée. Alors effectivement, avec ce nouveau document stratégique, nous sommes dans une nouvelle grammaire stratégique américaine. On a bien compris que ce document ne fait que formaliser des prises de position qui ont déjà été annoncées par l'administration Trump dès le début de ce mandat et qui correspondent à un autre cahier des charges également, qui est celui qui est donc décrit dans le projet MAGA de l'Heritage Foundation. Donc il n'y a pas de surprise particulière, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on avait pu noter à la fin de l'administration Biden-Harris qu'il y avait effectivement des manques dans la stratégie américaine vis-à-vis de l'Amérique latine et que cela pouvait faire défaut aux intérêts de puissance américains, notamment en ce qui concerne les questions économiques, pas simplement les relations interaméricaines. Et je pense que mes collègues auront beaucoup à dire là-dessus. Ce qui est intéressant donc dans ce document et ce que ça dit de notre sujet aujourd'hui, c'est que nous sommes dans un moment de rupture totalement assumé avec ce qu'on appelle le libéralisme wilsonien post-guerre froide. Et donc cette rupture, elle se fonde sur trois points: la souveraineté nationale, la puissance géoéconomique et une influence qui serait conditionnelle ou sélective, et je m'en expliquerai. Donc dans ce cadre, l'hémisphère occidental, ce que nous dit ce document, c'est que les États-Unis se recentrent officiellement sur l'hémisphère occidental, et donc ça veut dire que c'est la zone d'intérêt prioritaire pour des intérêts de sécurité, compris comme et annoncés comme des intérêts de sécurité nationale. C'est le cœur aussi de ce qui va être désormais appelé le Trump Corollary, le Trump Corollary, c'est-à-dire le corollaire Trump à la doctrine Monroe. Et évidemment, ici, on a plus qu'un clin d'œil assumé au premier corollaire de la doctrine Monroe, qui n'était pas celui de Trump, mais celui d'un président américain qui s'appelle Theodore Roosevelt et qui, donc, au tournant du XXe siècle, incarnait l'impérialisme américain de manière assumée, avec une politique qui était pas qu'une politique impérialiste, mais qui était aussi la politique du big stick, du gros bâton, qui montrait particulièrement les muscles. On sait que Donald Trump est particulièrement admiratif de McKinley, mais il est aussi de Theodore Roosevelt, et en cela, à la fois ce document et les derniers développements s'inscrivent totalement dans cette ligne, de même que la volonté de Donald Trump de vouloir donc s'intéresser de très près au canal de Panama, qui fait aussi référence à cette histoire que je viens de mentionner, ou de finalement revisiter aussi les routes maritimes au sud des États-Unis comme au nord, avec ce que l'on peut voir des intérêts stratégiques que les États-Unis ont également pour le Groenland. Donc tout cela s'inscrit dans une dimension militarisée et transactionnelle qui a une visée à la fois défensive et d'une certaine manière un petit peu restauratrice de liens qui se sont défaits avec l'Amérique latine. Alors défaits pas tant que ça, car comme Vanessa le rappelait très bien dans l'introduction, il y a un certain nombre d'intérêts communs dans cette sphère vitale de l'Amérique latine qui est reconfigurée. Alors d'abord, la stratégie 2025 réinscrit la région dans une logique de containment préventif d'une certaine manière, qui est pensée en réponse à quatre menaces perçues. La première, c'est la migration de masse, qui est au cœur finalement du projet trumpien depuis les élections et dans sa mise en œuvre sur le territoire intérieur. Le narcotrafic, qui est aussi la priorité stratégique américaine affichée dès la sortie du document stratégique du renseignement américain en mars 2025.
l'influence extra-hémisphérique, c'est-à-dire en clair les autres acteurs compétiteurs stratégiques qui sont présents en Amérique latine depuis des décennies et qui grignotent finalement peut-être les intérêts vitaux américains. Alors bien évidemment la Chine et la Russie, mais aussi l'Iran. Et on sait, et Thomas ne me contredira pas sur ce point, que dans le cas vénézuélien, c'est un acteur qui n'est pas négligeable du tout. Et puis, et aussi et surtout, et c'est ce que nous dit aussi ce document de manière moins développée, c'est toute cette recomposition politique régionale avec ce qu'on appelait autrefois les non-alignés, et qu'on appelle plus communément aujourd'hui donc les BRICS, donc une présence militaire américaine qui connaît une intensification inédite dans la région depuis les années 80. Et là, c'est une autre référence que Trump aime à se rappeler, qui est celle du président Reagan et plus du président Theodore Roosevelt. Donc, elle se manifeste avec des instruments de 2025, les drones armés, des bâtiments de guerre dans la mer des Caraïbes, bâtiments de guerre tellement énormes qu'ils peuvent envoyer des signaux clairs pour en fait asphyxier totalement Cuba ou faire plier certains acteurs qui sont dans la région. Donc ici, on a une opération de signaling, on dirait en anglais, d'envoyer des signaux forts à l'ensemble des compétiteurs stratégiques américains. Frappe ciblée également hors du territoire continental, donc on va en parler avec le Venezuela. Et puis on observe aussi un arc sécuritaire très resserré autour des alliés compatibles qu'évoquait Vanessa, Milei en Argentine, Bukele au Salvador, Noboa en Équateur, avec une politique de contrepartie sécuritaire, de contrôle des flux migratoires et en échange d'un soutien politique et économique qui est particulièrement ciblé. Alors dans ce panorama, évidemment, le Venezuela est à la fois un laboratoire et un théâtre d'un néo-interventionnisme particulièrement ciblé et qui envoie des messages pas simplement pour la politique et la posture trumpienne dans cet hémisphère occidental, mais aussi pour l'ensemble des autres théâtres à l'œuvre ou qui occupent aujourd'hui ou qui nous préoccupent aussi aujourd'hui. Donc c'est un message assez clair à la fois pour les activités américaines en Indo-Pacifique d'une part, mais aussi pour les activités américaines, bien évidemment, autour donc du soutien à l'Ukraine et des relations avec les autres grands compétiteurs stratégiques. Alors le cas vénézuélien, me semble-t-il, illustre une radicalisation de la posture stratégique avec l'utilisation des moyens que j'ai employés, qui sont extrêmement considérables. Donc les drones, certes, mais surtout le déploiement naval, qui est aussi très important dans l'histoire américaine et qui est à l'esprit du président. Les États-Unis se sont construits comme une puissance maritime. Ils sont en perte de vitesse par rapport à leurs compétiteurs stratégiques et en particulier l'acteur chinois dans ce domaine. Donc, rappeler qu'on est présent dans cette zone en utilisant le fleuron de la puissance navale américaine, à savoir le USS Ford, c'est un signal très concret du projet trumpien. Et puis aussi, on parlait d'influence, c'est l'intensification de cette guerre de l'information et de pression diplomatique en opposition au régime de Maduro qui est à l'œuvre. Donc l'objectif affiché reste un renversement sans usage de troupes au sol et selon un modèle qui pourrait rappeler d'autres administrations. Cette posture soulève bien des critiques et qui font le devant de l'actualité et du débat aux États-Unis en interne, puisque aussi bien républicains que démocrates se rallient pour demander des comptes via le Congrès. Ces comptes ont été cette demande de comptes a été retardée du fait du shutdown qui empêchait et entravait le travail des commissions parlementaires et donc sénatoriales. Et puis, évidemment, cette posture soulève des critiques aussi en interne au sein du Pentagone et elle pose toute la question que s'est posée l'amiral Halsey de la loyauté au président ou de la fidélité à ce pourquoi on a signé au sein du Pentagone. Et c'est toute cette difficulté qui est à l'œuvre aussi dans cet exemple vénézuélien qu'il faut avoir à l'esprit. Et donc cela relance aussi et surtout non seulement le fonctionnement de l'état de droit aux États-Unis, mais aussi la légalité de frappes extraterritoriales non déclarées. On pourra sans doute en reparler et travailler aussi sur l'argumentation juridique qui est avancée par l'administration Trump, celle de la lutte contre le terrorisme empruntée à d'autres administrations précédentes, aussi bien Bush que Obama. Donc on est dans une sphère d'influence, et c'est mon quatrième point, à reconstruire avec, comme vous le rappeliez Vanessa, alignement, contournement ou résistance, c'est les questions qui se posent.
Alors, évidemment, quand on parle du contournement diplomatique, ce qui peut être intéressant, c'est de souligner aussi que dans le document stratégique que j'évoquais, puisque j'en fais une petite lecture critique pour ce webinaire, eh bien, il y a un renforcement fort des partenariats transpacifiques, notamment avec l'Inde, et puis et la volonté finalement de regarder un petit peu comment une relation nord-sud avec les États-Unis qui seraient fait grignoter par d'autres compétiteurs pourrait fonctionner. Alors évidemment, il y a, et ça mes collègues pourront en parler bien mieux que moi, évidemment des réactions vives de la part d'acteurs non négligeables dans la région et qui sont très intéressants pour la posture américaine. Je pense au Brésil, en dehors du Venezuela et de la Colombie qui a fortement réagi, de la Bolivie et du Mexique, bien évidemment, mais je ne développe pas tellement parce que je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter aussi entre nous. Donc on est finalement, si on devait parler de doctrine, puisque on ne sait plus à croire que Trump était totalement erratique et que donc on ne pourrait pas parler de doctrine quand on parle de Trump 2. Je ne le crois pas. Je crois qu'au contraire, on est à la fois dans un projet idéologique, mais aussi dans un projet stratégique qui peut nous paraître renversant, fracturant, et qui pourtant s'inscrit dans une logique assez néo-jacksonienne, en fait, donc de souveraineté contre souveraineté. Et ce retour stratégique n'est ni universel ni hégémonique, puisqu'il combat un certain nombre de valeurs. Il est sélectif, bilatéral et idéologique, souvent identitaire. Il marque un schisme, c'est certain, pour nous de ce côté-là de l'Atlantique sud et nord, puisqu'en France, on est un petit peu entre les deux au pivot. Donc l'Amérique latine devient pour nous une zone test d'un nouveau type de projection américaine, sans ambition normative globale, mais avec des objectifs de contrôle fonctionnel et de stabilisation que je qualifierais d'asymétrique. Et je verrai si mes collègues politistes me suivent sur cette piste. Le Venezuela, donc, me semble-t-il, devient une sorte de... crée un effet de loupe, il devient un miroir grossissant des angoisses sécuritaires américaines contemporaines. Cartels, effondrement donc étatique, migration, influence chinoise, accès aux ressources, au pétrole, mais pas seulement, et insécurité transnationale. Donc finalement, le référent idéologique trumpien est fortement mobilisé ici. C'est un imaginaire que je qualifierais de jacksonien de la puissance, qui conjugue à la fois un hard power particulièrement assumé, ciblé, et un discours civilisationnel sur la restauration de l'ordre dans notre hémisphère, si je devais le traduire. Donc je conclurai rapidement en disant que ce qui se joue aujourd'hui, c'est moins un retour à l'hégémonie qu'un réaménagement de la prépondérance ou de la primauté. Les États-Unis veulent régner sur une sphère compatible, stabilisée et surtout rentable et sécurisée, puisque la sécurité économique est au cœur de ce document stratégique. Elle est tout à fait cohérente avec la posture américaine en Amérique latine, mais aussi dans d'autres continents des Suds. Je pense à l'Afrique, qui conclut ce document aussi. Il y a beaucoup de parallèles à faire. La doctrine Monroe, donc, est revisitée, mais c'est pas un vestige idéologique, c'est une grille de lecture opérationnelle du déclin perçu par l'Amérique et l'administration MAGA. Elle fonctionne comme une tentative de restaurer une centralité régionale qui est en voie d'érosion dans un monde où la multipolarité gagne aussi l'hémisphère américain. Et je conclurai sur ces mots avant de développer avec mes collègues. Merci beaucoup de m'avoir cédé la parole pour cette introduction. Bien, je propose, hein, comme on l'avait envisagé, que Carlos Kenan prenne la suite, avec probablement un focus sur la question économique, mais pas que. Oui, bonjour et merci Florence, merci Vanessa aussi, et merci à l'Institut de géopolitique de l'ESCP pour cette invitation. Et dans le prolongement, pour ainsi dire, de certains éléments de la présentation des modes, je dirais que, et en tout premier lieu, que, en effet, disons, ce document de stratégie en matière disons, de l'administration Trump publié jeudi dernier tombe à point nommé pour notre webinaire parce que, en effet, disons, et je coïncide complètement là avec ce qui a été dit, c'est pas une grande nouveauté pour ce qui est un certain nombre de questions que nous connaissions déjà sur les orientations de l'administration Trump, mais ça a le mérite de mettre bien noir sur blanc un certain nombre de choses et justement de préciser ce recentrage
sur l'hémisphère occidental et dont j'ajouterai, disons, un ingrédient pour ce qui est de sa caractérisation, c'est en effet euh, un corollaire Trump de la doctrine Monroe qui est effectivement d'une nature peut-être différente, assez différente même, vis-à-vis du corollaire Roosevelt qui a été évoqué du début du XXe siècle, puisque ce n'est pas forcément, comme dans le cas du corollaire Roosevelt, un corollaire, une vision ou une révision de la doctrine Monroe expansionniste, pour ainsi dire. N'oublions pas, début euh, du, du XXe siècle, avec l'épisode Cuba, par exemple, la présence plus institutionnelle des États-Unis, notamment dans sa périphérie proche, après avoir annexé le territoire du Mexique, une certaine expansion qui finalement vise à contrôler davantage cette zone d'influence proche à la différence disons, de la doctrine Monroe de 1800, des années 1820, qui était très liée, disons, à la présence encore pleine des puissances européennes dans ce qui est aujourd'hui l'Amérique latine. Eh bien, peut-être le défi, c'est déjà de commencer à caractériser pour voir quelles seraient les interactions avec les pays latino-américains, notamment dans le domaine économique, mais pas seulement, euh, de voir comment caractériser ce corollaire Trump. Moi, je pense que il faut penser à la doctrine Monroe, c'est-à-dire déjà, bien évidemment, l'Amérique pour les Américains, euh, ça donne une tonalité différente à America First, c'est Americas au pluriel First, comme un ingrédient important, mais c'est en fait une prééminence des États-Unis, de prise de contrôle de certains aspects délaissés quant à l'importance de l'Amérique latine et de l'hémisphère occidental dans la stratégie générale des États-Unis, mais avec toujours the art of the deal, c'est-à-dire la méthode Trump, la manière toujours d'aborder les relations internationales en termes, n'est-ce pas, des rapports de force, de deal, et évidemment en délaissant les règles, ce qui est intéressant pour ce qui est de l'évolution probable des relations avec l'Amérique latine. C'est la même approche de la situation en termes globaux. Il n'y a pas pour Trump, ça n'a pas d'importance les contextes multilatéral. Cette dimension que l'on croyait encore en vigueur, même si en crise déjà, de la gouvernance mondiale, c'est probablement un ingrédient en termes de méthode que l'on va voir apparaître dans les relations avec l'Amérique latine de manière opérationnelle, ça a été bien dit tout à l'heure. Côté Amérique latine, par rapport à tout ça, j'ajouterai un ingrédient qui est très important et qui va être un ingrédient qui va être justement, en fonction de cette approche, the art of the deal, et géré de manière, disons, à géométrie variable par Trump dans ses relations avec l'Amérique latine, dans cette approche du corollaire Trump de la doctrine Monroe, qui est la coopération. On a évoqué comme impact, disons, vis-à-vis de la région, de cette approche trumpienne, et bien évidemment le contrôle des migrations, la lutte contre le narcotrafic, disons, faire face à l'influence croissante de la Chine dans la région. Et j'ajouterais qu'il y a un ingrédient important qui est d'autant plus important que certains pays, petits pays de la région, dépendait pas mal de cette aide américaine qui a été brusquement coupée, de considérer que ça va être un ingrédient aussi important, parce que si l'on ajoute aussi des difficultés que l'on pourrait avoir pour ce qui est des transferts des immigrés, les fameuses remessas, si effectivement on arrive à contrôler ou à réduire ces flux migratoires et même à en expulser des migrants de manière importante, comme cela a été est le cas, même si on a des difficultés pour bien mesurer à ce stade cette situation, eh bien, on va voir que pour les petits pays de la région, c'est déjà une difficulté supplémentaire. Alors, l'Amérique latine, et ça sera mon deuxième grand point pour aller vers ce que l'on attendait de moi dans ces échanges,
Et l'Amérique latine se retrouve dans cette nouvelle conjoncture très affaiblie, pour ainsi dire, en termes de capacité de négociation et d'interaction régionale. Les instances d'intégration, pour la plupart, sont en situation de stagnation, voire, disons, dans une phase de recul probable dans ces évolutions dans les dynamiques d'intégration. Les instances de concertation et de coordination comme la CELAC sont assez mal en point également. On a vu les difficultés lors de la récente, le récent sommet Union européenne et CELAC, où on a adopté une déclaration à caractère assez général finalement, et avec plusieurs pays, de nombreux pays de l'Amérique latine, en prenant des distances par rapport à tel point ou à tel autre point. Donc, une grande difficulté pour agir de concert et ensemble de la part des pays latino-américains. Dans un contexte de croissance médiocre, c'est la caractéristique aussi de l'évolution de l'économie mondiale, mais ça reste pour l'Amérique latine une situation qui se prolonge depuis une décennie pratiquement. Avec des petits sursauts ici et là, quelques petits pays qui échappent à la règle, mais en général, une croissance médiocre. Donc, une difficulté pour faire face à cette nouvelle donne. Néanmoins, j'attirerai l'attention sur le fait que, évidemment, l'administration Trump va essayer, dans cette perspective pragmatique, finalement, de mise en place d'une doctrine Monroe, disons, conjuguée avec the art of the deal, eh bien, où on va essayer de renforcer les liens avec les pays les plus proches. Et on ne va pas non plus ménager des efforts pour favoriser une évolution des différents régimes politiques, des différentes configurations des forces politiques, et notamment tenant compte des résultats électoraux qui peuvent se produire au cours disons, des prochains mois ou des 2 prochaines années même, et, pour développer des renforcements des liens économiques, peut-être en renforçant ce fractionnement que l'on constate dans la région. On a évoqué la proximité de l'administration Trump avec le gouvernement Bukele au Salvador, Noboa en Équateur, Peña en Paraguay, Milei bien entendu en Argentine, perspective d'établissement d'un accord de libre-échange entre l'Argentine et les États-Unis, en plus de l'aide financière récemment octroyée, dont la portée est aussi un thème en soi et dont on ne sait pas très bien jusqu'où ça va aller. Probable, disons, renforcement de cette perspective de l'administration Trump si Cast est élu président au Chili. Donc, dans cette configuration, eh bien, apparaissent 2 pays qui sont fondamentaux pour ce qui est de l'évolution de la relation avec les États-Unis, disons, version corollaire Trump de la doctrine Monroe, ce sont le Mexique et le Brésil. Le Mexique, qui est en situation tout à fait particulière, étant donné ses liens d'intégration formelle et d'intégration réelle, productive, avec les États-Unis, avec également problématique migratoire qui est tout à fait sensible également. Un pays qui, en fait, joue très bien la carte, n'est-ce pas, d'une ambiguïté efficace, pour ainsi dire, dans ses relations avec les États-Unis, dans la phase actuelle, avec la présidence de Mme Sheinbaum. Et puis le Brésil, qui nous lie plus directement à la thématique BRICS, effectivement, et la relation, qui est bien évidemment, sous le gouvernement Lula actuel, là, un point important à suivre, c'est bien évidemment l'élection présidentielle qui aura lieu au Brésil en octobre de l'année prochaine. Eh bien, le Brésil, qui est un des points forts, un des membres, disons, fondateurs et de grande importance des BRICS, semble dans la perspective de continuer à jouer ce rôle de global player, pour ainsi dire, constitue un acteur qui peut jouer aussi le rôle de médiation dans cette relation complexe qui va s'établir ou va devenir un peu plus complexe entre les États-Unis et la Chine au sujet de l'Amérique latine. Une Chine qui est de toute façon membre partenaire structurel de l'Amérique latine. Ça ne pourra pas changer
essentiellement sur le plan commercial, puisque la plupart des pays de l'Amérique latine comptent la Chine parmi le premier ou le deuxième partenaire commercial. Là où peut y avoir des tensions, c'est sur d'autres questions technologiques. L'articulation, effectivement, ou la présence de la Chine par rapport à la thématique des 5G, l'intelligence artificielle, la présence industrielle de la Chine en Amérique latine, la présence, bien évidemment, aussi en termes scientifiques, voire militaires, pourrait être bien évidemment sujet de tension. Mais je pense que là, je reviens sur ce point, le Brésil est un acteur clé, fondamental, et qui va sans doute, qui joue déjà un rôle aussi dans les évolutions, les scénarios possibles envisagés pour ce qui est de la situation du Venezuela. Et donc, je dirais que dans une Amérique latine fragmentée, où évidemment il y aura des progrès dans cette influence, ou ce retour en force de l'administration Trump, qui est un retour en force pas forcément sous les modalités expansionnistes du début du XXe siècle, bien évidemment, mais qui veut être un retour en force, notamment pour modérer l'influence du, de la Chine dans ce continent, eh bien, le Brésil sera un acteur clé. J'ajoute un dernier élément qui est économique, qui est stratégique aussi. Quid de la perspective d'un accord Union européenne-Mercosur, qui pourrait être un ingrédient intéressant également, puisque ça va poser des problèmes également à l'Argentine dans sa perspective d'accord avec les États-Unis. Je rappelle que le Mercosur est une union douanière incomplète, imparfaite, mais une union douanière où normalement les accords de libre-échange d'un pays membre du Mercosur doivent être, disons, effectués dans le cadre de la concertation avec les autres membres du Mercosur. Il fut un temps, il y a quelques années, début des années 2000, où il était question de la zone de libre-échange des Amériques, où le Mercosur négociait avec, finalement a échoué, négociait avec les États-Unis dans des négociations qui étaient 4 plus 1, c'est-à-dire les 4 pays membres plus les États-Unis. Donc là, il y a un thème intéressant à soulever. Il peut y avoir une capacité à jouer un rôle de l'Union européenne dans tous ces processus-là, ou l'Union européenne, ça a été rappelé aussi, qui est vraiment mise en cause clairement par la doctrine, pour ainsi dire, l'approche stratégique de l'administration Trump. Et je suis de ceux qui pensent que une des choses qui était dès le début très claire au cours des premiers mois de l'administration Trump, indépendamment de la portée de la relation dans cette perspective des zones d'influence des États-Unis avec l'Amérique latine, une chose qui était claire, c'est que dans l'approche de Trump, l'Union européenne est quelque chose à affaiblir en termes généraux et que effectivement il pourrait y avoir quand même un retour, je ne dirais pas en force, mais un retour quand même dans le jeu latino-américain de l'Union européenne si l'accord de libre-échange Union européenne-Mercosur se concrétise dans les jours qui viennent, parce que c'est une question qui est posée pour se concrétiser en fin d'année 2025, voire même début 2026, en fonction des négociations qui sont en cours actuellement. Voilà mes quelques commentaires et réflexions, chère Florence, au sujet de la thématique qui nous réunit aujourd'hui. Merci Carlos d'avoir complété. Tu nous as permis de progresser dans ce déchiffrage d'un sujet fort complexe. Alors, on passe la parole maintenant à Thomas Posado qui va nous compléter l'éclairage depuis sous d'autres angles énergétiques, stratégiques. Thomas, à vous. Bonjour à toutes et tous et je vous remercie pour l'invitation. Je remercie Aurélie Lelièvre pour l'organisation et vous, Vanessa Strauss-Kahn et Florence Pinault pour la discussion, pour la présentation et la modération. Je vais revenir un petit peu sur ce sujet clé du Venezuela où les menaces sont désormais imminentes depuis maintenant plusieurs semaines. Donc on se demande si c'est vraiment imminent, mais c'est important de restituer un peu ce contexte. Le contexte de la relation entre les États-Unis et le Venezuela, elle est tendue depuis l'arrivée au pouvoir de Chavez
en 1999, avec une participation donc des États-Unis à l'organisation du coup d'État contre Chavez en avril 2002. C'est un des deux États dans le monde qui a reconnu le gouvernement éphémère de 48 heures. Des tensions aussi venues du Venezuela, hein, enfin des affrontements diplomatiques assez forts de la part de Chavez durant cette période. Mais paradoxalement, on a constaté un maintien du lien commercial entre les États-Unis et le Venezuela, c'est-à-dire que les États-Unis étaient toujours le premier fournisseur et le premier client du Venezuela jusqu'à une date extrêmement récente, jusqu'en 2018. Euh, à partir de cette date, Donald Trump, donc, qui était donc président durant son premier mandat, a mis en place des mesures coercitives unilatérales d'une ampleur au départ assez mesurée, hein. En 2017, il y a une forme d'embargo financier qui n'a pas beaucoup de conséquences. C'est surtout une espèce d'embargo pétrolier qui se met en place en 2019 au moment de l'autoproclamation de Juan Guaido comme chef de l'État alternatif, avec une perspective de changement de régime rapide qui ne survient pas, des menaces militaires déjà à l'époque mais qui n'était absolument pas sorti d'aucune action militaire, hein. Enfin, ces menaces militaires étaient de la part de l'avis de la plupart des experts complètement hors sol et n'engageaient pas réellement de conséquences d'un point de vue militaire. Par contre, des conséquences économiques lourdes, hein. Le Venezuela a connu une crise économique d'une ampleur inégalée pour un pays qui n'est pas un pays en guerre. 74% de chute du PIB entre 2014 et 2020, dont, selon les économistes, la moitié provient des mesures coercitives unilatérales des États-Unis. Donc, ce n'est pas du tout l'explication de la totalité de la crise, mais c'est une cause non négligeable de cette crise. Ces mesures coercitives unilatérales, elles ont été assouplies par Joe Biden en 2023 à la suite donc du déclenchement de la guerre en Ukraine, à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, avec l'objectif de stabiliser les ressources d'approvisionnement, trouver enfin, stabiliser le marché pétrolier, faire peser à la baisse sur les prix du marché pétrolier. Et c'est en cela que, autant je souscris à ce que disait Maud Kessar sur une continuité, une cohérence dans la doctrine Trump à l'égard de l'Amérique latine, dans ce réarmement de la doctrine Monroe, autant la politique à l'égard du Venezuela depuis le début du second mandat, elle est assez changeante. C'est-à-dire que depuis le mois de janvier jusqu'au mois de juillet, la politique de Donald Trump, elle a été confiée à Richard Grenell, qui est un conseiller donc, de Donald Trump pour les missions exceptionnelles. Et l'objectif de Richard Grenell, c'était de négocier, de renégocier les concessions octroyées par Joe Biden, à savoir donc cet assouplissement des mesures coercitives unilatérales et la possibilité pour Chevron d'exporter du pétrole aux États-Unis, et en échange de quoi le Venezuela a accepté le retour des migrants vénézuéliens sur son sol. Cet accord, il tient toujours, hein, c'est-à-dire qu'on est à l'aube peut-être d'une guerre, mais il faut comprendre qu'il y a toujours une centaine de milliers de barils qui, chaque jour, va du Venezuela vers les États-Unis, et des migrants vénézuéliens qui, en dépit de la fermeture de l'espace aérien, continuent à arriver au Venezuela. Par contre, on voit depuis le mois d'août et surtout depuis début septembre un virage dans la personne qui est le plus chargée de ce discours avec de la politique des États-Unis à l'égard du Venezuela, où c'est plus Richard Grenell qui a la main, qui a même été démis de ses fonctions, enfin qui est déchargé de ce dossier vénézuélien, mais c'est donc Marco Rubio, le secrétaire d'État, ministre des Affaires étrangères pour reprendre notre vocable français, Marco Rubio qui est lui dans une posture plus néoconservatrice, à l'opposé de l'isolationnisme traditionnel du camp MAGA, par sa zone d'implantation électorale, hein, provenant d'un élu de Floride, immigré cubain, qui a construit sa carrière politique par son lien fort avec les communautés cubaines, vénézuéliennes, dont cet électorat latino, antisocialiste établi en Floride, et qui de longue date est un secteur favorable à des changements de régime à Cuba, au Venezuela. Donc c'est dans cette optique qu'il faut, à mon sens, comprendre la politique des États-Unis à l'égard du Venezuela, où non seulement c'est la politique souhaitée par Marco Rubio, mais c'est aussi la possibilité d'affaiblir un allié stratégique de la Russie, de la Chine et de l'Iran dans la région. Enfin, je rappelle que le Venezuela était la première destination des fonds chinois en Amérique latine durant la période de 2007 à 2018.
Alors aujourd'hui, évidemment, la Chine essaye de voir le remboursement de sa dette, hein, mais ça devient du coup le premier partenaire commercial poussé dans les bras de la Chine par Donald Trump lui-même. Autant il y a des pays comme le Chili, comme le Brésil, comme l'Argentine, où le changement il se fait avant la présidence de Donald Trump. Autant pour le Venezuela, c'est pendant la présidence de Donald Trump que la Chine devient le premier partenaire commercial, et en grande partie en raison des impossibilités de poursuivre le commerce de pétrole avec le Venezuela. La question pétrolière, elle est souvent un peu exagérée. Enfin, il ne faut pas imaginer que Donald Trump veut juste s'approprier du pétrole vénézuélien, même si c'est un enjeu stratégique majeur. Les États-Unis sont largement indépendants, hein, d'un point de vue énergétique. Par contre, il voit dans le Venezuela un marché juteux, d'autant que la part la production quotidienne de pétrole par le Venezuela a très notablement chuté. C'était autour de 2,4 millions de barils en 2015. On est aujourd'hui autour d'1 million de barils. Donc, enfin, il y a la possibilité, avec des investissements, de redémarrer cette production, et un changement de régime à Caracas serait vu comme une opportunité pour les entreprises états-uniennes, d'autant que María Corina Machado, donc, qui va être récompensée demain du prix Nobel de la paix, ne cache pas son ambition de transformer le Venezuela en hub énergétique pour les Amériques, ce sont ses mots, hein. Donc de pouvoir être une source d'approvisionnement en énergie pour les États-Unis. Euh, je vois que l'heure tourne, hein, je vais essayer de rester dans les temps. En cela, enfin, voilà, il me semble que la question, hein, du trafic de drogue et de l'enjeu sécuritaire est largement mise en avant par les États-Unis, mais un objectif assez fallacieux au vu de la réalité des politiques de Donald Trump. Déjà, enfin, l'objectif de sauver des vies états-uniennes ne me semble pas fonctionner, vu que la principale drogue qui tue des gens aux États-Unis, c'est le fentanyl. Le fentanyl a une route qui passe de la Chine vers le Mexique, puis vers les États-Unis, donc pas du tout par le Venezuela. Et le Venezuela n'est pas un pays producteur de drogue, mais un pays de transit secondaire de la cocaïne. On parle de 8%, hein, de la drogue, de la cocaïne colombienne qui passe par le Venezuela pour arriver aux États-Unis. Pour revenir un petit peu plus sur la région, hein, sur le Venezuela est depuis le début des années Chavez un objet de clivage dans la vie politique des pays latino-américains. Au début, c'était la mobilisation du chavisme comme modèle par les gauches. Aujourd'hui, c'est l'utilisation du chavisme comme épouvantail par les droites. Et de fait, on a un clivage extrêmement clair qui se fait selon les affinités politiques de chacun à l'égard de cette crise entre les États-Unis et le Venezuela, de cette escalade unilatérale des États-Unis contre le Venezuela, à savoir des gouvernements classés à droite, à l'extrême droite, qui sont alignés sur la politique de Donald Trump. Je pense en particulier à l'Argentine de Javier Milei, au Salvador, à l'Équateur. On parle de la présence de Javier Milei et de Daniel Noboa demain à la réception du prix Nobel de la paix par María Corina Machado. Et plus proche des côtes vénézuéliennes, mais qui est un enjeu militaire stratégique, hein, extrêmement important, Trinité et Tobago, la République dominicaine, qui servent de base avancée, hein, pour les troupes états-uniennes actuellement dans la mer des Caraïbes. Ce qui est intéressant aussi, c'est le positionnement des gouvernements de gauche à cet égard, des gouvernements de gauche qui ne soutiennent plus Nicolas Maduro de manière aveugle, hein. Enfin, les élections frauduleuses qui ont eu lieu en juillet 2024 ont suscité des critiques extrêmement fortes de la Colombie, du Brésil, encore à plus forte raison du Chili de Gabriel Boric. Euh, mais aujourd'hui, cette crise militaire, elle a tendance à plutôt ressouder les rangs qui s'étaient desserrés après ces fraudes électorales de juillet 2024, à savoir que le Mexique, la Colombie, le Brésil refusent cette intervention. Et c'est pas seulement une question d'affinité politique, évidemment. Ils sont contre les ingérences, ils sont contre des atteintes à la souveraineté nationale des peuples latino-américains, mais ils ont aussi peur pour la Colombie et pour le Brésil, qui sont des pays frontaliers, des conséquences sécuritaires, des conséquences de l'expansion du conflit, d'une explosion de la crise migratoire. On est déjà à 8 millions de Vénézuéliens qui sont dehors de leurs frontières, hein, c'est déjà un quart de la population nationale. Et il faut se rappeler qu'en 2019, quand on avait parlé de menaces militaires contre le Venezuela, à l'époque, c'était Jair Bolsonaro et Ivan Duque, donc
très clairement des gouvernements d'une droite assez dure, voire d'extrême droite pour Jair Bolsonaro, qui n'avait aucune affinité idéologique avec Nicolas Maduro, mais qui était également hostile à cette intervention militaire parce qu'ils comprenaient les conséquences que cela pouvait avoir pour leur propre pays et rejeter cette intervention-là. Euh, ce que je peux voir enfin, de ces interventions, c'est que les États-Unis, dans le concert des puissances occidentales, sont relativement isolés sur cette intervention et sur ces bombardements dans la mer des Caraïbes. Donc la Colombie, désormais, ne partage plus ces informations concernant les opérations qui sont menées dans la mer des Caraïbes, mais pas seulement la Colombie, y compris le Royaume-Uni, qui est un allié traditionnel des États-Unis cesse de partager ces informations concernant ces bombardements dans la mer des Caraïbes et dans l'océan Pacifique, au vu des conséquences que cela peut avoir, au vu des atteintes au droit international que ces bombardements représentent. La France a également condamné ces bombardements sans prendre de mesures similaires. L'Allemagne a appelé à la désescalade. Donc, autant sur le conflit électoral en 2024 face aux fraudes massives qu'il a menées et qui étaient attestées par les procès-verbaux mis en ligne par l'opposition vénézuélienne, donc bureau de vote par bureau de vote, et l'absence de communication de preuves de ce type de la part de Nicolas Maduro. Nicolas Maduro était isolé à l'échelle internationale et à l'échelle latino-américaine en particulier. Autant aujourd'hui, cette intervention, elle suscite assez peu de soutien de la part des voisins latino-américains, voire même des partenaires européens. Alors, Maud Kessar l'a bien rappelé, mais est-ce qu'il faut encore continuer à parler de partenaires européens à l'heure de la nouvelle doctrine stratégique? C'est vraiment une question qui a discuté et qui est très sensible en ce moment. Alors évidemment, le rapport est asymétrique, hein. Les États-Unis sont une puissance extrêmement dominante et pourraient renverser l'armée vénézuélienne sans aucun problème, mais dans les interventions récentes, on n'a pas de succès des États-Unis face à un pays de cette taille qui représente quasiment 2 fois la superficie du Venezuela et dont Nicolas Maduro, tout impopulaire et autoritaire qu'il est, dispose toujours d'un noyau dur de soutien. C'était 30% de personnes qui avaient voté pour lui aux dernières élections présidentielles. C'est minoritaire, mais des personnes qui seraient armées, des centaines de milliers de personnes qui seraient armées pourraient emmener les États-Unis vers un bourbier si intervention il y avait, ce qui est pour l'instant pas l'option intervention terrestre au sol, hein, je parle, ce qui est pour l'instant pas l'option la plus probable, même si une intervention aérienne est de plus en plus possible au vu des déploiements militaires. Je crois que j'ai respecté mes 15 minutes, donc je laisse la parole pour qu'on puisse débattre ensemble et laisser la place aux échanges avec les participants. Je vous remercie. Merci beaucoup, Thomas Posado. Alors, il y a déjà une première question qui est arrivée, en partie abordée, mais je vais vous la reposer. Mais avant, peut-être, je vais me permettre, en faisant l'usage de la parole en tant que modératrice, de faire juste 2 ou 3 petits commentaires qui sont aussi peut-être un peu des questions, notamment adressées à Maud Kessar. Bon, le premier, je trouve intéressant, comme vous avez dit, finalement, ce Trump supposé être très erratique montre beaucoup de cohérence dans sa ligne stratégique. Et ça, c'est vrai que ça nous conduit à dire combien on a vu dans tous nous qui suivons ces actualités euro-latino-américaines et américaines, on a eu toujours l'impression tous ces mois-ci que tout le monde essayait de décrypter Trump, hein. Et puis finalement, on voit que c'est plus cohérent qu'il n'en a l'air. Et du coup, ça me conduit à dire que la présidente du Mexique, là-dessus, a fait preuve de beaucoup de sérénité et de patience. Et finalement, on voit que elle arrive à trouver, je ne vais pas dire des failles, mais des moyens de sortir. L'autre chose, Maude, pour vous, parce que vous avez fait mention Iran et Inde. Alors, Iran, juste, c'est pour en savoir un peu plus, parce que je ne suis pas une spécialiste de l'Iran. Pour l'Iran, on a quand même l'impression, mais je sais pas un sujet que je suis en première ligne, que l'influence de l'Iran s'est faite plus discrète dès que Ahmadinejad a laissé la présidence, hein, c'était la présidence, c'est le sentiment que j'en ai. Quid de votre côté? Et puis pareil, quand vous disiez pour le contournement diplomatique, cette idée de chercher des partenariats avec l'Inde, en même temps, bon alors c'est là où il paraîtrait finalement pas toujours si cohérent et peut-être un peu plus erratique ou contradictoire, c'est qu'il a frappant l'Inde d'une punition pour acheter le pétrole russe, ben finalement il la précipite
encore une fois une expression que vous aviez dite pour Venezuela, vous, Thomas ou Carlos, dans les bras du rival. Alors voilà, il y a ces trois éléments. Je ne sais pas si forcément vous voulez y répondre maintenant ou brièvement, et puis on passe vite à la question. J'en ai toujours qu'une qui est apparue sur mon écran. Peut-être petite réponse, Maud, si vous souhaitez, pour dissiper encore mes quelques doutes. Avec grand plaisir. Alors, je veux pas, je laisserai circuler la parole parce que je suis sûre que mes collègues auront à réagir sur les trois points que vous souleviez. Donc, celui de rappeler sans doute derrière les mouvements erratiques du discours, notamment donc que ce soit des discours qui soient officiels ou qui circulent sur les réseaux sociaux de la part de Trump, mais aussi de membres de son administration. On a encore pu le confirmer ces derniers jours et cela n'inquiète pas que les partenaires européens dans le cadre de la guerre en Ukraine, les mouvements erratiques sur X de l'ensemble des porte-paroles de l'administration Trump, qu'ils soient officiels ou privés ou privatisés, eh bien, inquiètent aussi beaucoup les partenaires d'Amérique latine à juste titre. Je pense que donc tout cela est bien analysé, surveillé et partagé aussi avec nous quand il s'agit par exemple de l'influence de X au Brésil. Je me permets de revenir là-dessus parce que il y a eu, on en a parlé, enfin Thomas a fait allusion aussi à cela, au fait qu'il y ait des liens forts finalement aujourd'hui, plus forts qu'il peut-être il pouvait y paraître à première vue entre la dynastie Trump et la dynastie Bolsonaro, ce qui peut être vu aussi comme une menace pour la possibilité de stabiliser aussi la région sur l'ensemble des enjeux qui ont été mentionnés par mes deux collègues. Et l'ensemble de ces enjeux, c'est pas que la stabilisation politique, c'est l'ensemble de l'accès aux ressources énergétiques et aux liens d'intérêt qu'il y a entre donc ces partenaires donc d'Amérique latine en particulier, qui ont des liens d'intérêt avec la Chine pour la dépendance qui peut devenir une dépendance numérique et énergétique. Il y a des projets de data centers chinois dans plusieurs régions d'Amérique latine, notamment au Brésil, qui sont de nature à inquiéter à la fois les partenaires européens et américains, qu'ils soient états-uniens ou canadiens. Cela, c'est un vrai point de surveillance et d'observation à garder à l'esprit. L'autre point, c'est évidemment, et on comprend la cohérence de Trump aussi par rapport aux autres partenaires stratégiques, c'est sans doute les liens, et ça, mes collègues Carlos Kenan et Thomas Posado pourront développer aussi les liens forts qu'il y a entre certains pays d'Amérique latine et la Russie sur les questions qui sont aussi des questions agricoles et qui sont absolument centrales pour cette région. Évidemment, là encore, le Brésil fait figure d'archétype. Hein, je pense aux engrais en particulier, dont le Brésil est particulièrement dépendant. Donc, quand on est dépendant économiquement, non pas forcément des avancées technologiques, mais qu'on a des ressources importantes et qu'on doit faire vivre des populations en ayant une dépendance forte aux autres acteurs, eh bien tout cela doit être à l'esprit. Quant à votre question, là j'étais sur l'influence en fait et la cohérence de la stratégie de Trump par rapport à l'influence de ses compétiteurs stratégiques. C'est vrai qu'il est peu fait mention du rôle de l'Iran dans la région. Et pourtant, c'est un acteur majeur, surtout dans la relation avec le Venezuela, ne serait-ce que en ce qui concerne finalement la vente d'armes, des exportations iraniennes vers le Venezuela. Et là, je pense que Thomas aura les chiffres. Alors, j'avais regardé ces derniers jours, mais j'imagine que les vôtres sont encore plus à jour que les miens. Et en matière d'influence, pour répondre à votre question, Florence, qui était effectivement, et vous le savez, particulièrement aussi bien que moi, le twist iranien pour être particulièrement présent en Amérique latine, c'est de pouvoir aussi diffuser en langue espagnole dans plusieurs grands médias du continent, des médias espagnols qui sont repris jusqu'en Amérique du Nord, au sein de populations et de groupes ethnoculturels qui sont particulièrement sensibles à ces discours dans leur langue maternelle. Et en cela, l'influence iranienne n'est pas passer sous le radar des fourches codines des administrations américaines successives. Ce n'est pas parce que Trump n'en fait pas mention là que cela est inexistant et que cela n'a pas joué aussi un rôle lors de la dernière campagne, comme les différents rapports sur le sujet ont pu le montrer. Puis ça m'amène aux autres compétiteurs stratégiques que vous évoquiez, Florence, et la question de
comment on se joue d'acteurs qu'on malmène, puisque vous trouviez que les Indiens étaient particulièrement malmenés, mais peut-être n'oublions pas que pour Trump, au-delà de son administration, c'est toujours les autres qui sont très malmenants ou très méchants ou qui traitent les États-Unis très mal et pas l'inverse. Donc, quand on adopte finalement cette posture qui est inversatoire et qui fonctionne très très bien aussi quand on parle du Venezuela ou de tout autre compétiteur stratégique, eh bien, pourquoi pas ne faire pression sur donc les pays d'Asie, notamment quand on parle quand on sait que l'objectif final recherché, c'est bien l'industrialisation, l'accès à l'énergie et donc finalement la réindustrialisation stratégique que Trump pourrait ancrer dans l'histoire en nous rappelant que lui, il veut un golden age pour les États-Unis, puisque c'est ce qu'il a rappelé, vous souvenez, lors du discours d'investiture. Et en fait, aujourd'hui, évidemment, on n'est plus dans les siècles passés, 19e ou 20e, et pour être puissant en termes de réindustrialisation et d'une Amérique forte, eh bien, on l'est en matière technologique et énergétique, puisqu'il n'y a pas de nouvelles technologies, d'avancées et de big tech sans accès aux ressources énergétiques. Et c'est bien ce qui est une constante dans cette vision, non pas trumpienne, mais de l'administration MAGA, puisqu'il n'y a pas, Trump peut porter la voix, incarner peut-être tout cela, mais ce n'est pas forcément lui qui rédige tous les documents et qui s'appuie aussi sur un ensemble de conseillers d'un nouveau type qui sont des acteurs beaucoup plus privatisés et privés qu'ils ne l'ont jamais été dans toute l'histoire en fait de la politique étrangère américaine. Et je donnerai comme seul exemple la composition du Conseil national de sécurité ou encore les manœuvres actuelles de Pete Hegseth pour renforcer en fait les liens entre la big tech et l'administration actuelle en se passant un petit peu du contrôle du Congrès. Merci Maud pour ces commentaires extrêmement précis. Alors, on va donner la parole à la salle si vous le voulez bien, et puis Carlos Kenan, Thomas Posado enrichiront aussi avec leurs réactions et commentaires le débat, comme ils l'ont déjà commencé à le faire. Donc, une première question qui concerne, alors, est-ce que les dynamiques interaméricaines obéissent-elles toujours à des cycles politiques, gauche-droite, ouverture-fermeture, ou est-ce qu'elles auraient basculé dans une temporalité aujourd'hui donc dominée par des chocs exogènes du style technologique, climatique, démographique? Ça, c'est la question. Et je vous donne la deuxième, hein, puisque elles sont en quelque sorte liées. Vous avez évoqué l'évocation de la construction de data centers et le développement de la 5G et d'infrastructures numériques, hein, comme source de tension entre Chine et États-Unis. Concrètement, sous quelle forme les présences chinoises se manifestent-elles dans le secteur des infrastructures numériques en Amérique latine et dans quelle mesure y a-t-il une intensification de ces présences dans le secteur des infrastructures? Est-ce qu'on observe une transformation des secteurs latino-américains des communications liée à l'intensification de cette présence? Alors, chers amis, qui veut prendre les deux questions, une après l'autre? Allons-y. Je peux commencer à répondre et mes collègues peuvent me compléter hein, Complétez. si vous le souhaitez. La première question, oui, effectivement, on a des cycles qui obéissent pas nécessairement au cycle politique. Enfin, je pense notamment au cycle économique, enfin, où de fait, on surjoue souvent l'opposition entre les gouvernements de gauche et les gouvernements de droite. Mais par exemple, l'émergence de la Chine dans le commerce international, alors les gouvernements de gauche vont le théâtraliser comme une lutte contre l'impérialisme états-unien et la lutte pour un monde multipolaire. Les gouvernements de droite vont parler de pragmatisme économique, mais de fait, la progression de la Chine dans les relations commerciales avec les pays latino-américains, elle s'observe dans tous les pays, que ce soit des pays avec des exécutifs de gauche ou avec des exécutifs de droite, durant tout le début du 21e siècle. Et même chose, enfin, ce qui est un peu les spécifiques des structures économiques de l'Amérique latine, de cette dépendance aux matières premières, ce qui fait des périodes d'abondance où l'Amérique latine va avoir des politiques redistributives, gouvernement de gauche et gouvernement de droite. Les gouvernements de gauche vont évidemment davantage le mettre en scène, le politiser, mais de fait, même les gouvernements de droite, dans des périodes d'abondance,
ont des moments de politique redistributive et des politiques assez austéritaires dans les périodes de crise. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une période de crise, hein, chute du prix des matières premières depuis 2014 et surtout la crise du Covid dont l'Amérique latine ne s'est pas nécessairement relevée. On a les périodes de plus faible croissance depuis des décennies en Amérique latine et une partie des difficultés, une partie des tensions vient de là. Alors après, sur des crises politiques particulières, ce gradient gauche-droite, il existe, hein. Enfin, je parlais du cas que je connais le mieux du Venezuela. Enfin, je parlais des réactions, par exemple, aux menaces militaires des États-Unis. Bah, évidemment, là, il y a pour le coup un impact extrêmement fort selon la couleur politique de l'exécutif en place. Et encore, à nuancer, je rappelais que Jair Bolsonaro ou Ivan Duque, donc les présidents colombiens et colombiens au moment de la crise de 2019, n'approuvaient pas des menaces militaires. Ils avaient une pression beaucoup plus forte contre Nicolas Maduro, mais beaucoup moins d'appels à la négociation. Mais ils n'étaient pas favorables à une type d'intervention parce qu'ils craignaient les conséquences pour leur propre pays. Donc oui, effectivement, il y a euh, des variables lourdes qui dépassent les cycles politiques qu'on peut observer et dont on est obligé de parler, obligé de parler un minimum. Revenir, enfin reprendre rapidement, mais je pense que mes collègues en parleront davantage sur la question du développement de la Chine. Oui, le développement de la Chine est extrêmement puissant. Enfin, on parle d'un port hein, au Pérou, le port de Chancay qui est en train d'être construit. Donc le Pérou qui pour le coup n'a pas eu une période de gouvernement de gauche radicale, hein. Enfin, Pedro Castillo pourrait être assimilé à ça, mais il a duré un an. C'est pas de la responsabilité de Pedro Castillo s'il y a le port de Chancay au Pérou. Pareil, une station spatiale construite à Neuquén en Argentine. Donc enfin, il y a un développement dans les infrastructures, une adhésion des pays latino-américains en route de la soie qui est extrêmement massif. Pour poursuivre et compléter des éléments que pouvait dire Maud Kessar sur ce lien avec la Russie et l'Iran. Et dans le cas vénézuélien, c'est vrai que c'est particulièrement le cas, hein. Enfin, la Russie est un partenaire évident avec le Venezuela. Aujourd'hui, on a même le développement du Venezuela comme route touristique pour les Russes. Alors, pas des autres nationalités, évidemment, au vu du contexte, mais des Russes qui vont en nombre assez important dans l'île de Margarita, donc au Venezuela. Et puis en termes de fourniture militaire, de savoir-faire, de savoir-faire humain, on a nombre de militaires qui sont arrivés au Venezuela. On a eu vraiment des responsables, un général de l'armée russe qui a été vu et qui a été signalé explicitement au Venezuela ces derniers jours. Donc des alliances qui sont assez proches. Et avec l'Iran également, allié avec l'Iran, il y a une alliance qui est assez improbable pour le pays qui a les premières réserves de pétrole, c'est que l'Iran a beaucoup fourni de pétrole et d'essence au Venezuela au vu de pénurie d'essence, parce que le Venezuela a les premières réserves de pétrole au monde, mais un pétrole extrêmement lourd dont qu'il faut raffiner, et les raffineries, traditionnellement, jusqu'alors, elles étaient aux États-Unis. Donc, en temps de sanctions états-uniennes, c'est compliqué de raffiner le pétrole lourd extrait du sous-sol vénézuélien. Et donc, c'est l'Iran qui prêtait main forte au Venezuela là-dessus, plus de tous les liens de soft power, de Hispan TV, donc des médias que l'Iran peut déployer au Venezuela. Je vais pas prendre plus la parole, je laisse mes modes et Carlos reprendre, compléter les éléments que j'ai pu oublier sur cette discussion. Merci beaucoup, Thomas. Alors, Carlos Kenan, Oui. oui. Oui, eh ben, peut-être que ce que l'on peut ajouter sur un des points que l'on évoquait, c'est-à-dire euh, les liens et la présence chinoise en général et en particulier en matière d'infrastructure et en Amérique latine. Et, bon, ceci c'est comment dirais-je, c'est un travail de longue haleine qui d'ailleurs au cours la première moitié, je dirais même jusqu'au mois d'août, septembre, s'est poursuivi presque normalement et presque avec les vents en poupe dans les relations entre les pays latino-américains et la Chine. Et, car, comme certains le savent, par exemple, le forum Chine-CELAC qui s'est réuni en mai
de cette année et a été très prolifique en matière de perspectives d'accords de coopération, de renforcement de la coopération digitale, comme on dit, de poursuivre sur la voie de renforcement des infrastructures. De nombreux accords ont été signés entre la Chine et le Brésil, mais pas que. Et la Chine profitait à ce moment-là, disons, de ce moment de grande incertitude générée par les droits de douane lancés dans les fameux Liberation Day, disons, des États-Unis, début avril, pour se présenter comme le partenaire tranquille, la force tranquille qui propose des accords sans conditionnalité aucune. Et donc, probablement, disons, les évolutions politiques, j'ai mis en rapport donc, ce point avec celui qui avait été aussi esquissé, disons, les évolutions politiques dans la région latino-américaine, et l'affirmation plus claire, plus nette maintenant de ce corollaire Trump de la doctrine Monroe peuvent faire hésiter certains gouvernements, mais pour le moment, disons, cette présence chinoise n'est pas fortement contrariée par ces discours et ces propositions de l'administration Trump, en dehors du cas particulier du Venezuela, qui peut effectivement générer des tensions spécifiques, puisque c'est le point chaud de la conjoncture actuelle. Et je rappellerai que effectivement, les ports au Pérou et toutes les dynamiques qui sont développées, c'est indépendamment presque des conditions d'évolution politique du Pérou. Ça va au-delà. Ça, c'est quelque chose de structurel. Je rappelle aussi que, à un moment donné, le président Milei, très bien sûr associé à la dynamique Trump en Amérique latine, est caractérisé par le fait finalement de développer une politique extérieure qui est axée sur une alliance forte avec les États-Unis, Israël, et le reste vient après, très très loin, disons. Eh bien, le président Milei avait un peu surpris tout le monde lorsqu'il avait dit, et grâce à cela, il n'y a pas eu de problème dans le renouvellement du swap des devises qui lie l'Argentine à la Chine. Lorsqu'il a dit, je disais, avec la Chine, il n'y a pas de problème, on développe des relations normales, ils ne mettent pas de conditions spécifiques ou particulières. Il a présenté comme une surprise. Je me suis aperçu que il ne mettait pas de conditions. Donc, je dirais que c'est pour ça que je disais c'est une donnée structurelle. Il peut y avoir des éléments de tension ici et là, parce que la présence, disons, de l'administration Trump s'affirme davantage. Les évolutions politiques peuvent également jouer un rôle pour réduire la portée, nuancer certains aspects. Mais je crois que la Chine opère comme une espèce de force tranquille, pour ainsi dire, qui en plus se présente comme un garant du multilatéralisme. Et j'ajouterais que, et sans minimiser les tensions que cela peut engendrer et les points de difficulté que l'on pourrait avoir, ou les points de tension que pourrait avoir, parce que sur certains points, les terres rares ou sur les matières premières stratégiques, le lithium, etc., il peut y avoir de la concurrence entre non seulement les États-Unis et la Chine, mais aussi avec l'Europe, et une possibilité de convergence d'intérêts européens et américains vis-à-vis de ceux de la Chine. Les évolutions récentes et les documents de stratégie de l'administration Trump ouvrent une perspective de possible fracture sur certains points, disons, de l'Occident, au sujet de la manière d'aborder un certain nombre de sujets. Déjà, du point de vue du rapport aux institutions multilatérales ou internationales. Et j'insiste, les situations pourraient devenir un petit peu plus complexes si finalement il y a signature de l'accord Union européenne-Mercosur, parce que là, il y aurait un certain conflit d'intérêts et une situation à gérer de la part de l'Argentine et même de l'Argentine au niveau de l'opinion publique interne, dont il paraît qu'on ne voit pas très bien en quoi il y a un grand avantage dans ces accords États-Unis et Argentine, alors que l'opinion publique est très claire qu'un accord Union européenne-Mercosur permettrait justement de développer l'offre exportable et agricole de l'Argentine. Sur ce point, il y a un conflit d'intérêts très important entre les producteurs de soja américains et les producteurs de soja argentins.
alors, je vois que on n'a pas de nouvelles questions qui sont arrivées. Ah, si, peut-être. Une prochaine. Une troisième question portant sur... mais peut-être avant, je me laisse tenter par juste un commentaire à ce que disait Carlos Kenan. C'est vrai que la percée chinoise est toujours associée à un mouvement silencieux de très long terme, hein, avec cette vision de très long terme qu'ils sont capables d'avoir, entre autres parce que le régime permet cela. Et que, effectivement, quand on voit que maintenant ils sont à déployer des outils de soft power, comme on a vu les propos du président chinois quand il s'est rendu l'an dernier au Pérou et qu'il a été sur le site de Chiang Kai et qu'il s'est adressé au président péruvien en partageant une cosmovision précolombienne et chinoise, etc. On voit là une Chine qui commence à déployer d'autres outils et qui donc effectivement s'efforce de dire, moi je suis l'ami du multilatéralisme et je ne mets pas de conditions. Alors, nous avons une question, 2 points pour compléter le sujet. La situation des résultats des élections au Venezuela non reconnus, non publiés par son gouvernement et le narcotrafic pose un problème en général et en particulier pour la région. Donc, apparemment, voilà, c'est un constat, mais si vous voulez revenir là-dessus, et je vous donne un complément à la toute première question. Maud a évoqué le rôle structurant de la langue espagnole dans les dynamiques interaméricaines. Dans ce prolongement, pensez-vous que certains termes politiques en espagnol, tels que intervencionismo, soberanía, injerencia, patria ou imperio, façonnent des imaginaires collectifs en Amérique latine qui rendent plus difficile l'adhésion au cadre discursif proposé par les États-Unis. Alors, Maud, est-ce que vous voulez les reprendre et puis on reviendra sur les élections au Venezuela, peut-être avec Tomás Posado. Enfin, sentez-vous libre. Alors, c'est très aimable à vous. La question des imaginaires collectifs et des récits à travers la langue, c'est forcément une question cruciale, puisqu'on a bien compris que dans ces batailles que l'on nomme entre compétiteurs stratégiques, il y a la grosse artillerie avec la politique de la canonnière qui est menée par Trump, à grand renfort de bâtiments de la marine, comme on l'a dit tout à l'heure, mais il y a aussi et surtout ce qui est raconté et perçu aux populations et perçu par les populations et forcément dans une langue qui peut être une langue d'adhésion. Moi, ce que je note actuellement dans dans les récits structurants et récurrents, c'est le retour finalement de la démonstration ou le fait de pointer du doigt les États-Unis comme une puissance néocoloniale, une puissance néo-impérialiste, fortement ancrée dans des imaginaires divers et variés, chacun dans leur histoire et dans leur rapport aux États-Unis qu'on retrouve en Amérique latine et donc qui vont nourrir finalement ce sentiment d'anti-américanisme fort, puisque la première puissance impérialiste en Amérique latine, ce n'est pas la Chine ni les velléités expansionnistes de la Russie ou la question de l'agression en Ukraine, c'est la question de l'agression américaine continue et ancrée dans une histoire. Alors, cette question-là des récits, que ce soit et surtout forcément en langue espagnole, mais pas que, puisqu'au Brésil, ça sera en portugais. Et là, on retrouve effectivement des points de concordance avec un récit sur les États-Unis qui est fortement ancré dans ce que nous, peut avoir à l'esprit quand on imagine finalement l'expansion américaine ou les années 70 aussi, 1970 dans le rapport entre les États-Unis et l'Amérique latine. Je reviendrai peut-être pas sur la question, effectivement, la question du narcotrafic, c'est un constat, il n'y avait pas de question, je crois, Florence, précisément. Non, pas, Après, non, non. ce n'est pas un constat et une préoccupation et un combat nouveau pour une administration américaine ou pour les États de la région. Trump n'a pas découvert comment... ce qui change, c'est la méthode. Et la méthode, elle est plus que surprenante, elle est illégale. On ne frappe pas avec des drones des navires qui sont supposés transporter la cocaïne ou toute autre substance néfaste. On arraisonne des navires. Et ça, les responsables de la Navy en sont fort conscients. Donc, et puis, surtout, on coopère avec les puissances régionales, la première d'entre elles étant le Mexique, et il n'y a pas d'opposition forcément systématique entre le gouvernement américain et le gouvernement mexicain.
mexicains. Pardon d'enfoncer cette porte ouverte pour mes collègues, mais c'est vrai que c'est bien de le rappeler aussi de ce côté de l'Atlantique. La lutte contre le narcotrafic, c'est une lutte qui crée de la cohésion de la part de l'ensemble des acteurs étatiques. Et parmi eux, il n'y a pas que les acteurs complètement qu'on pourrait voir comme locaux, puisque la Caraïbe ou les Caraïbes, c'est aussi des territoires qui sont des territoires ultramarins français. L'Union européenne, comme la France, est présente dans ces territoires maritimes et participe aussi à encadrer la lutte contre le narcotrafic, puisqu'on a bien compris que les routes maritimes, on ne s'arrête pas entre l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. Et donc, c'est un problème, et c'est pour ça que les institutions multilatérales sont utiles dans ce type de coopération pour lutter contre des acteurs non étatiques, privés, qui effectivement peuvent être... Ça s'est coupé, Maud. Votre micro, vous avez dû, avec un Ah, passe. Oui, excusez-moi. juste à la fin. Oui, toute fin. Ouais, voilà, pardonnez-moi pour cette coupure. Je voulais juste rappeler un point extrêmement important. Je crois que c'est Carlos qui le rappelait tout à fait justement, la prédation ou les puissances prédatrices qui sont présentes en Amérique latine à cause de cette géopolitique des ressources très importante. Le lithium, c'est vraiment la ressource où les Chinois, pour moi, où le gouvernement chinois n'est pas forcément allé avec le dos de la cuillère ou particulièrement silencieusement pour avoir accès à ces ressources-là qui sont absolument cruciales dans les batailles pour les développements donc, que je rappelais tout à l'heure, technologiques, entre autres. Et c'est pour ça, pour reboucler sur la question de tout à l'heure, que la présence chinoise via des data centers après les routes de la soie, pour moi, c'est deux cheminements différents. Il y a eu la Belt and Road, peut-être plus ancrée sur des objectifs d'infrastructures servant les intérêts chinois directement et indépendants des volontés en fait nationales. Et puis, il y a aujourd'hui une tentative de séduction pour rentrer dans cette bataille qui est celle de la connectivité, que les Chinois ont bien compris, et dans laquelle ils comptent et ils entendent séduire pour supplanter les États-Unis en créant de nouvelles dépendances et interdépendances qui sont déjà fortement présentes sur d'autres secteurs, on l'a rappelé. Et sans doute que notre place et le jeu qu'il se joue aujourd'hui, c'est la possibilité finalement de pouvoir travailler sur les coopérations qui permettent de limiter d'un côté la dépendance vis-à-vis du géant américain et de l'autre de la part du géant chinois qui voudrait se disputer en fait ce continent latino-américain aux multiples ressources. Alors, à ce propos, effectivement, une question que je n'ai pas encore partagée avec nos invités. Est-ce que vous auriez des précisions sur quels sont les acteurs chinois, privés, publics, SOS, investissements de banques publiques, etc., présents dans le processus de construction d'infrastructures du numérique en Amérique latine? Qui veut répondre à ça? Ah, Carlos, tu es... Pardon. Non, je n'ai pas de précision sur ce D'accord. sujet précis. Bon. Peut-être qu'on pourrait rappeler quand même que dans un État très centralisé comme la Chine, qui est un État communiste, puisqu'on l'a rappelé, c'était sous-jacent dans notre discussion, il y a toujours des entreprises privées qui travaillent. On est d'abord on peut être entrepreneur, mais on travaille aussi et surtout pour le gouvernement chinois. Donc, ça permet finalement de raccourcir le lien et la cartographie des acteurs, si je puis me permettre. Mais ce qu'on observe, c'est qu'on a des acteurs qui sont aux ordres d'une puissance très centralisée, qu'il faut pas oublier, de la même manière que la présence de l'APL sur le continent latino-américain et dans certaines régions comme la Colombie en particulier, n'est pas là pour, eh bien, aux ordres du gouvernement chinois et pour servir les intérêts nationaux de la Chine. Oui, je pense alors là, non pas en termes d'infrastructure de télécom, mais plutôt portuaire, logistique. Je pense à la tentative, au souhait, autant que je sache, de BlackRock de racheter les deux ports qui opéraient au Panama de chaque côté, côté Caraïbes et côté Pacifique. Et finalement, l'entreprise chinoise ne les a pas vendus puisque le gouvernement a décrété qu'il ne se laissera pas faire, non?
Et puis, avant de prendre la dernière question ici qui est apparue, concernant cette espèce de finalement relatif consensus sur la question de la drogue, je pense justement à notre présidente Claudia Sheinbaum, qui dès le début, je crois qu'on était au mois de peut-être début mars, il s'était passé peu de temps depuis le 20 janvier, et qui avait dit, je dis formellement que j'ai mis le gouvernement mexicain a mis au service des collègues états-uniens les services d'intelligence et mobiliser son savoir-faire pour ensemble combattre ce fléau. Ce qui était très habile aussi de sa part puisque ça créait un peu un sentiment de confiance. Alors, les élections, un petit point effectivement, c'est concernant les élections imminentes au Chili. Nous avons un participant qui souhaite avoir votre avis là-dessus. Thomas, peut-être, ou... Je peux répondre à la question sur Philippe, puis à la question précédente Oui, de Norma Graciela Sanchez sur la question du narcotrafic et des élections au Venezuela. Les élections au Chili, enfin, ça peut être un des cas dont on mentionnait. On peut les présager, hein, enfin, sans être devin, que José Antonio Cast, donc candidat de l'extrême droite assez proche de Donald Trump, sera élu dimanche nouveau président du Chili. Après, le principal partenaire commercial du Chili, ça reste la Chine. Et comme on le disait pour Javier Milei, ce sera intéressant de voir le maintien, sans doute, enfin, l'option la plus probable, c'est sans doute une coloration politique qui l'incline vers les États-Unis, mais la raison économique qui continue à l'incliner, à lui faire maintenir des liens avec la Chine. Donc, probablement, ce sera comme avec Javier Milei, un exemple de cela. Javier Milei a eu des difficultés politiques qui l'a conduit à conclure un accord très favorable aux États-Unis. José Antonio Cast, visiblement, va avoir une majorité parlementaire assez nette. Il n'aura pas un besoin de créer une dépendance à l'égard de Donald Trump comme cela. Pour répondre à la question sur les élections au Venezuela, bon, enfin, pour l'expliciter pour tout le monde, les résultats des dernières élections présidentielles au Venezuela ont été clairement frauduleuses. Enfin, à savoir que le président Maduro n'a jamais publié des résultats détaillés, bureau de vote par bureau de vote, et affirmé sans l'ombre d'une preuve une victoire à 52% avec 9 points d'avance, quand l'opposition montrait sur la base de 80% des bureaux de vote une victoire avec 37 points d'avance, donc avec une marge qui n'est pas réversible. Cela pose évidemment un problème dans la région. Enfin, c'est un gouvernement autoritaire, c'est pas le seul dans la région, hein. Enfin, le Nicaragua est dans ce cas-là, une dérive peut-être même encore plus prononcée d'autoritarisme, Cuba, le Salvador est en train de prendre cette voie avec les réformes constitutionnelles de Nayib Bukele qui prennent cette voie, qui vont dans ce sens. La tentative insurrectionnelle de la place des trois pouvoirs, donc à Brasilia en janvier 2023 par les partisans de Jair Bolsonaro, s'inscrivait aussi dans ce cadre. On a une dérive autoritaire en Amérique latine de pouvoir pouvant historiquement être lié à la gauche ou historiquement être lié à la droite, qui me semble incontestable et qui, oui, est un problème, mais où malheureusement les solutions sont souvent internes, hein, sur la question vénézuélienne. Gabriel Boric, président de gauche chilien, a condamné les atteintes aux droits de l'homme, mais il n'a pas été en mesure de changer cette dynamique. Les propositions de médiation de Lula ou de Gustavo Petro n'ont pas été en mesure de changer malheureusement cette dynamique. Et je ne pense pas que ce soit des interventions extérieures qui changent ces dynamiques. Quant à la question du narcotrafic, oui, c'est un problème, on en a parlé, Maud en a reparlé, c'est un problème très grave qui dévaste des pays. Le Mexique, c'est plus de 100 000 morts, hein, enfin en lien avec le narcotrafic. L'Équateur, ces dernières années, est dévasté, une quadruplication des taux d'homicide, un des pays qui étaient les plus tranquilles de la région, qui est devenu un des plus violents de la région à cause de l'investissement des cartels. Après, enfin, je pense qu'on est d'accord, Maud le souligner, c'est par des coopérations étatiques qu'on lutte contre ce narcotrafic. Et des coopérations qui persistent, c'est-à-dire que, enfin, derrière la fumée des projecteurs autour de ces bombardements arbitraires dans la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique,
il a été arrêté, un baron du fentanyl à Cuba, qui a été extradé au Mexique, puis aux États-Unis, Brother Wang, donc un baron chinois du fentanyl, et qui montre que ces réseaux existent et sont efficaces, et sont sans doute plus efficaces. Enfin, voilà, les 23 bombardements qui ont eu lieu dans la mer des Caraïbes et l'océan Pacifique n'ont pas arrêté un seul baron de la drogue, contrairement à ces collaborations entre États et qui se passent tous les jours, en arraisonnant les navires, en ayant des preuves pour les juger. Là, dans les bombardements dans les Caraïbes, il y a eu deux survivants, un Colombien, un Équatorien, qui ont été extradés dans leur pays parce que les États-Unis ne pouvaient pas gérer légalement cette situation qui est clairement illégale du point de vue du droit international et de l'état de droit des États-Unis. Et la justice colombienne et la justice équatorienne a été condamnées à les, enfin, a été forcées à les relâcher parce qu'ils n'avaient aucune preuve contre ces deux survivants de bombardements états-uniens dans la mer des Caraïbes. Donc, encore une fois, effectivement, c'est pas par des bombardements à l'aveugle, c'est par des collaborations entre États qu'on arrive à démanteler des réseaux qui sont organisés, qui se remodèlent extrêmement rapidement et qui ont déjà changé leur route après les bombardements dans la mer des Caraïbes et dans la mer et dans l'océan Pacifique. Carlos, un commentaire? Non, simplement pour peut-être, enfin, un commentaire court, oui, pour revenir sur cette question de de la Chine et de la présence chinoise et, et qui est multiforme, disons, et parfois il est difficile à suivre dans les détails puisque pendant un certain temps, par exemple, toute la présence ou une bonne partie de l'activité des prestations de services, par exemple, en matière de télécommunications, se faisait à partir de China Telecom Americas, qui est une filiale aux États-Unis de China Telecom Corporation et qui opérait pour l'ensemble de la région. Donc, ou que parfois passe sous les radars le fait que il semble que l'on constate actuellement, par exemple, une présence accrue des voitures chinoises et des électroménagers chinois, par exemple en Argentine, profitant de l'ouverture commerciale doublée de l'appréciation du peso, de la monnaie nationale, qui est utilisée comme levier par l'administration Milei pour renforcer la politique anti-inflationniste, mais qui provoque des problèmes en termes de compétitivité sur le plan commercial, sur le plan du contre-tourisme, etc., de la balance des paiements. Donc, la présence chinoise est toujours là. Peut-être que on devrait voir dans les temps à venir, du fait de cette pression accrue de l'administration Trump pour jouer un rôle plus important dans la région latino-américaine que l'on a longuement évoqué ici, une plus grande sélectivité, disons, par rapport à la problématique des ressources, par rapport à la problématique, n'est-ce pas, des matières premières stratégiques, par rapport aux priorités en matière de sécurité alimentaire de la part de la Chine. C'était juste ces commentaires-là que je voulais ajouter. Maud, vous souhaitez ajouter quelque chose? Je vois là, on a donc 3 minutes, c'est ça, à peu près? Alors, peut-être juste très rapidement, ce qu'on a esquissé, c'est parce qu'on parlait de changement de bord politique et de ce qui pouvait créer des liens qu'on a en dehors des réactions au néo-impérialisme américain ou d'une gauche latino-américaine comme on la verrait de manière assez caricaturale de ce côté-là. Thomas a rappelé et Carlos aussi le nombre de régimes donc, qui ont des dérives autoritaires et qui sont de droite ou de gauche, avant tout des régimes aussi qui sont nationalistes et ultranationalistes et qui ont des liens aussi avec l'Amérique du Nord via des groupes qui peuvent être des groupes financiers ou des groupes religieux. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ces liens-là parce qu'il y a des interdépendances et des interconnexions culturelles et religieuses très fortes, bien sûr, entre les deux Amériques, qui jouent leur rôle dans les changements profonds que l'on observe. Et je donnerai cet exemple des réseaux évangéliques qui donc sont très resserrés et forts entre l'Amérique du Nord et l'Amérique latine, entre les États-Unis et le Brésil par exemple. Et ces réseaux-là sont aussi des puissances politiques puisque ce sont des réseaux bien organisés, très présents sur l'ensemble du territoire, qui ont une capacité
d'influence et de persuasion importante via la langue, la religion, les référents culturels, mais aussi une puissance financière importante. Et ces réseaux-là sont utiles quand on veut gagner des élections. Donc il sera intéressant de voir qui va soutenir la dynastie Bolsonaro, par exemple, au Brésil, lors des prochaines élections. Là, c'est l'exemple archétypique facile à expliciter. Mais ces réseaux-là, ils sont fortement présents et ils peuvent expliquer aussi des connexions qui sont au-delà des relations interpersonnelles de Donald Trump et de sa fascination pour les dirigeants autoritaires. Et donc cela, peut-être qu'il faut le regarder avec plus d'attention, peut-être parfois, ou le rappeler. Je vous remercie, Maud, parce que si Pierre Renouvin, le grand spécialiste des relations internationales, vous écoutez, il se réjouirait parce que c'est une très bonne illustration de ce qu'il disait, c'est que les relations internationales ne se font pas que entre chancelleries, que les chancelleries n'épuisent pas tout cette réalité faite aussi d'hommes, de culture, de réseaux informels, formels, de trafic, d'ONG, etc., qui elles aussi les nourrissent. Alors, nous n'avons pas de nouvelles questions qui sont posées. Est-ce que je crois que le moment est venu de conclure et simplement, effectivement, vos derniers propos nous renvoient finalement à la première question et cette idée de gauche-droite plutôt peut-être progressivement déplacée par autoritarisme versus démocratie. Et moi, personnellement, j'ai envie de vous laisser avec une question. Si jamais il y avait une intervention encore plus brutale au Venezuela, ce que personnellement je ne souhaite aucunement, quelle serait la réaction latino-américaine? Parce que je pense aussi que la gauche latino-américaine entre les années 60-70, où elle cohabitait et elle co-réagissait au militarisme de droite la plupart du temps. Et aujourd'hui, la mondialisation est passée par là, d'autres acteurs globaux sont apparus. Donc, je pense que tout ça a pas mal bougé. Mais alors, peut-être si quelqu'un veut dire le petit mot de la fin par rapport à ce propos qui résume un peu ce que disaient les propos détachés de notre audience. Allons-y. Alors, À Carlos, oui. votre cours, Florence. Bon, je crois que personne ne peut prévoir ce que pourrait se produire en termes, n'est-ce pas, de réactions de différentes forces de la scène politique latino-américaine. Sans doute, l'aspect souverainiste, disons, et les positionnements de gauche vont apparaître. La question, le grand point d'interrogation, c'est quel impact véritable cela pourrait avoir Mhm. dans un monde où ces clivages-là est moins net que par le passé. Mais moi, je pense que ça risque effectivement de donner une couche supplémentaire à quelque chose qui inquiète beaucoup d'analystes, c'est-à-dire finalement l'administration Trump, par ses évolutions sur le plan international, par ses évolutions internes, le traitement des migrants, etc., par exemple, elle n'est-elle pas en train d'affaiblir, comme le dit dans son dernier article Joseph Nye, son rôle de soft power culturel, hein, Ouais, démocratique, ouais. disons, surtout je pense à une idée d'intervention brutale, comme tu dis, et puis ça pourrait risquer aussi de générer d'autres problèmes. C'est pour ça que c'est une situation très difficile, je dirais, pour l'administration Trump, de développer un tel dispositif, mais finalement ne rien faire, ce n'est pas non plus une option intéressante. Mais au cas où on ferait quelque chose de brutal, il y a aussi les réactions internes aux États-Unis. Une partie du MAGA n'est pas favorable à contrer cette idée de, disons, isolationnisme, objectif interne, America First, disons. Et peut-on compatibiliser l'isolationnisme avec un interventionnisme traditionnel, finalement, de la canonnière, pour ainsi dire? C'est difficile. Et enfin, je reviens sur ce qui a été dit, je crois, par Thomas, ça suscite aussi pas mal de remous au niveau européen, et puisque ces méthodes-là ne sont plus non plus de ce siècle, pour ainsi dire, notamment dans l'hémisphère occidental. Et donc, ça risque de générer aussi une fracture qui l'on voit apparaître en Occident. On n'a pas trop parlé de la relation avec l'Europe, mais ce document est surtout très important par rapport à la caractérisation qui est faite de l'Europe et non seulement de l'Amérique latine. Donc,
voilà les réflexions qui suscitent ton commentaire fort à propos d'ailleurs, sur ce qui pourrait se produire s'il y a un pas plus agressif, un mouvement plus agressif des États-Unis par rapport à la situation vénézuélienne. Alors qu'ils ne peuvent pas rester sans rien faire non plus. C'est ça la difficulté Bien sûr, de la situation de actuelle. l'exercice. Thomas, Je le mot partage d'av- ce que vient de dire Carlos. Enfin, l'intervention me semble possible. Une intervention terrestre me semble improbable. Enfin, le Venezuela est trop proche des États-Unis et les conséquences d'un bourbier qui serait, comme on a pu connaître en Irak, en Afghanistan ou en Libye, auraient des conséquences très fortes dans toute la région latino-américaine et jusqu'aux États-Unis. Parce que, enfin, voilà, la vague migratoire, par exemple, vénézuélienne arrive jusqu'aux États-Unis et le redoublement d'un bourbier enfin, aurait des conséquences nécessairement productif pour Trump. Ouais. contre-productives pour Trump. Les dernières interventions dans la région, c'était Panama en 1989 et de manière multilatérale Haïti en 1994. Mais Panama et Haïti, c'est de tout petits pays, hein. Enfin, en termes de superficie. Panama, c'est 75 000 km². Le Venezuela, c'est plus de 900 000 km². On n'est pas du tout de la même taille. Et je pense enfin oui, enfin que le risque le plus fort me semble de bombardement aérien du type de ce qui s'est passé en Iran, mais qui pourrait avoir des conséquences dramatiques en termes humains, parce que les installations militaires au Venezuela sont assez imbriquées dans les lieux de vie des Vénézuéliens. Je pense à Fuerte Tiuna, à Caracas, à l'aéroport La Carlota, qui sont imbriqués dans la ville, hein. Donc, enfin, l'idée de faire des frappes chirurgicales qui tuent que des militaires, elle est Semble, strictement impossible. À côté du palais de Miraflores, il y a des barrios où vivent des milliers de personnes. J'espère qu'on n'en arrivera pas à ce type d'escalade. Maintenant, au vu du déploiement, comme le disait Carlos, c'est difficile d'imaginer que Donald Trump va remballer ses 15 navires de guerre et faire comme si rien ne s'était passé, quoi qu'il nous ait habitués à des volte-face. Mais là, au vu de l'importance du thème Venezuela dans la politique états-unienne, en particulier pour quelqu'un comme Marco Rubio, cet horizon me semble improbable, même si la guerre est extrêmement risquée aujourd'hui au Venezuela, avec des conséquences dramatiques dont on ne soupçonne pas l'ampleur potentiellement. Maud, pour le dernier mot. Alors, juste peut-être sur ce point, évidemment, tordre le bras au Venezuela, c'est certainement l'objectif de Trump, avec une logique toujours la même, celle de pression maximale. Maintenant, c'est sans doute contre-productif pour la région et les intérêts américains dans la région, mais c'est d'abord et aussi contre-productif pour Trump lui-même, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire fracturer sa base. La base MAGA, elle est tripartite. Il y a les nationalistes, les complotistes et également les ultra-religieux. Et parmi ces deux derniers mouvements, et notamment les complotistes qui ont donné particulièrement de la voix ces derniers temps, ils sont arc-boutés sur la fin des aventures extérieures et la non-volonté d'emmener les États-Unis vers de nouveaux conflits, ce qui est particulièrement ancré dans les mentalités américaines, eu égard aux aventures d'Afghanistan et d'Irak que vous rappeliez. Donc ce n'est certainement pas une bonne stratégie intérieure. Et comme on sait que ce qui dicte d'abord la boussole de Trump, c'est la stratégie intérieure, comme celle de son administration aussi, il faut peut-être plutôt s'attendre à une stratégie de pression maximale avec des frappes qui mettent la population sous tension pour favoriser des fracturations intérieures et ne pas négliger aussi l'outil de l'influence revendiqué par l'administration Trump 1 et Trump 2, et donc l'usage aussi du renseignement américain très présent et revendiqué comme aussi un moyen vocal et affiché de pression sur le pouvoir vénézuélien. Si on pouvait jouer avec ces acteurs-là comme sur les tarifs, eh bien sans doute qu'il y aurait aussi toute cette logique-là et la logique de l'administration Trump, elle est celle-là, celle de la pression maximale
par tous les leviers. Si vous me permettez un mot qui nous ramènera à l'Argentine, chère Florence, il semblerait qu'aussi le travail de lutte contre les dérives autoritaires qui pourrait s'inspirer du passé, il y a tout un travail de résilience qui est très important, qui est mené dans plusieurs pays d'Amérique latine, dont l'Argentine, me semble-t-il, pour se rappeler aussi, exhumer le travail de mémoire, pour rappeler ce qu'ont été des régimes militaristes trop importants et qui ont mis les populations sous le joug de régimes qui n'ont certainement pas facilité leur développement et au contraire qui ont été très marquants dans toute leur histoire. Et c'est aussi cette résilience-là qu'il faut sans doute favoriser avec nos partenaires sud-américains. Écoutez, je crois que Maud nous a fourni une très belle phrase de conclusion dans un univers très chahuté, bouleversé, un peu imprévisible. On finit, je ne dirais pas avec de la sérénité, mais avec quand même une confiance dans nos moyens humains. Eh bien, je crois que le moment est arrivé de conclure, puisqu'on n'a pas eu d'autres questions qui sont arrivées. Vanessa, on peut annoncer que l'enregistrement sera ensuite accessible sur, Quelques jours ou quelques semaines sera accessible sur le site effectivement de l'Institut géopolitique de l'ESCP. Et quant à nous, la série de webinaires n'a pas été encore complètement programmée pour janvier-février, mais ça ne saurait tarder. Donc il y aura plus de nouvelles bientôt sur nos prochains sujets. En tout cas, Merci beaucoup. oui, au nom de SCP, nous vous remercions beaucoup d'abord nos trois orateurs d'avoir apporté vos éclairages et puis alors l'audience de nous avoir suivis jusqu'à maintenant. Donc, très bonne soirée à vous tous et bonne Merci fête de fin encore. d'année. Bonne soirée. Au revoir, merci. Au revoir. Merci, bonne Merci fête. beaucoup.